Bonjour à tous. Merci d'être dans cette session. On va débuter donc pour cette session qui va durer à peu près 1h30 et qui sera consacrée à la qualité des greffons de CSH dans les situations critiques. Comme vous le savez tous, la qualité du greffon, c'est un élément absolument essentiel de la qualité de la récupération et de la reconstitution hématopoïétique du receveur. Cette qualité, elle peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, et en particulier une variabilité peut-être interindividuelle qui sera l'objet du deuxième topo de la matinée, mais aussi tout ce qui est lié aux conditions de préparation et de conservation des greffons. Et donc c'est le sujet du topo, du premier topo qui nous sera présenté par Édouard Forcade. Je pense qu'on se souvient tous, en tout cas bon nombre d'entre nous se souviennent de la, j'allais dire, solitude collective que nous avons vécue au moment de la pandémie de Covid-19, quand il a fallu qu'on réfléchisse à comment sécuriser et le don, les donneurs, et les greffes et les receveurs. Et ça a été quelque chose d'assez, difficile. Ça nous a obligés à modifier nos pratiques en allogreffe de façon assez rapide et inattendue. Et donc, on a hâte de découvrir l'impact qu'a pu avoir la cryopréservation des greffons de cellules hématopoïétiques pendant cette pandémie de Covid-19, que donc Édouard Forcade va nous présenter maintenant. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je suis médecin hématologue au CHU de Bordeaux, côté clinique, mais avec, comme à chaque fois dans ces unités de thérapie cellulaire, beaucoup d'interactions avec les laboratoires de thérapie cellulaire. Et je me fais aujourd'hui plus un porte-parole d'un travail très collaboratif, et on y reviendra à la fin. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, comme ça a été très bien dit, le Covid-19 nous a bouleversés, a changé nos pratiques, et s'est posé la question de congeler. Donc on utilise le terme cryopréservation pour ceux qui sont moins habitués, mais on s'est posé la question de congeler les greffons de cellules souches. Pour ça, pour le mettre en place, il fallait savoir quelles étaient les connaissances au préalable. Donc il y avait déjà des études qui avaient été faites. Et la question qui se posait, c'était de savoir quel était l'impact délétère de ce processus de cryopréservation. Certaines études se posaient la question de l'impact sur le rendement, c'est-à-dire est-ce qu'on perd des cellules quand on décongèle le produit, et est-ce que leur qualité est moins bonne. Et notamment, on s'intéresse à la qualité des cellules souches hématopoïétiques, ces cellules qui vont coloniser donc, les espaces médulaires pour fabriquer des globules, mais également la qualité des lymphocytes. Donc, comme vous l'avez peut-être vu dans le topo précédent, les lymphocytes ont un rôle clé dans la réponse anti-infectieuse et surtout la réponse anti-tumorale contre la leucémie. Les études rétrospectives qui ont évalué cet impact de la cryopréservation ont en fait des résultats assez discordants, c'est-à-dire qu'on peut trouver des bénéfices et des inconvénients à la cryopréservation. Il y a un élément qui était assez consensuel, c'est que dans le contexte particulier des greffes d'aplasie médulaire, on ne fait que usage des greffons de moelle et non pas des greffons de cellules souches périphériques mobilisées, et la cryopréservation d'un greffon de moelle est particulièrement délétère. Donc, quand la pandémie Covid est arrivée, les agences et sociétés savantes sont toutes mobilisées avec efficacité et dynamisme pour organiser la question de la cryopréservation. Et vous allez dire, mais pourquoi? Puisque dans certaines greffes d'organes, on a abandonné des programmes de transplantation. C'est parce que les patients sont greffés pour des hémopathies malignes, et tout décalage d'une greffe dans un programme thérapeutique met à risque le patient d'avoir une maladie qui réévolue ou qui échappe au traitement. Et donc, on ne peut pas se permettre de décaler. Alors, il y a le registre français a essayé de colliger quelques données sur ces patients qui ont été décalés. Et globalement, en tout cas dans notre expérience, dans plusieurs centres, quand on partage nos expériences avec des collègues, on observe régulièrement en fait, le constat que les patients ont progressé, ont échappé, donc il ne fallait vraiment pas décaler la greffe. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de cryopréserver les greffons. Pourquoi il faut cryopréserver? Parce qu'il y a le risque d'infection à SARS-CoV-2 chez le donneur alors que le conditionnement a débuté. Je le redis, les patients qui ont une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ont une préparation qu'on appelle le conditionnement, qui comporte de la chimiothérapie plus ou moins une irradiation corporelle totale. Et ce conditionnement dure 5 à 8 jours en moyenne.
Et donc, le patient commence sa chimiothérapie avant que le donneur n'ait commencé à être stimulé par facteur de croissance pour envisager ensuite la collecte du greffon. Et s'il s'infecte alors que le patient a déjà commencé la chimiothérapie, on peut se retrouver avec un patient à risque d'aplasie prolongée sans avoir de greffon, et donc ça peut augmenter son risque de complications infectieuses et de mortalité précoce. L'autre élément est la sécurisation apportée par la cryopréservation, c'est de pouvoir gérer la logistique, en effet, notamment pour les donneurs non apparentés, qui sont inscrits sur des registres internationaux. Donc en France, on a recours principalement aux donneurs du registre allemand. On était inquiet par la fermeture des frontières, par les interdictions de voyage, les éventuelles quarantaines de marchandises et puis l'annulation des vols de façon inopinée. Donc il y avait vraiment un intérêt à sécuriser les greffons par la cryopréservation. Donc en pratique, on récupérait un greffon d'un donneur, on le congelait sur le site de greffe du receveur, et une fois qu'on avait sécurisé le greffon, on pouvait lancer la chimiothérapie de préparation du patient pour ensuite avoir un greffon en toute sécurité. Donc on avait commencé par faire une étude au sein de la Société française de greffe de moelle lors des ateliers d'harmonisation qui se font à Lille, et le but c'était de voir quelles étaient les pratiques. Donc on a analysé 1146 allogreffes de cellules souches périphériques cryopréservées dans 24 centres. Et déjà, ça a montré que les centres ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu parce qu'ils ont compris l'intérêt et aussi parce qu'on avait des moyens quand même adéquats. Tous les laboratoires de thérapie cellulaire sont mobilisés avec beaucoup de dynamisme. Et donc, on avait fait aussi le constat que 80% ont demandé un greffon plus riche parce que tous avaient anticipé que quand on décongèle un greffon, on va perdre des cellules et qu'il faut demander un peu plus au départ. Comme ça, on est sûr d'avoir l'objectif à l'arrivée. L'autre question qui était prégnante, c'était de savoir est-ce qu'on n'a pas congé des greffons qu'on n'a pas utilisés. Ce n'est pas le but du don dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques. Et le taux de greffons donc, non injectés est faible. Vous avez ici donc 2,8%, légèrement plus important dans des greffes en situation intrafamiliale, 3,6%. Et pour se comparer, on a un chiffre qu'on connaît bien depuis plusieurs années, c'est le contexte des greffes de sang placentaire où les greffons sont toujours congelés. Et le taux habituel est d'environ 2,5% des greffons de sang placentaire qui sont achetés et recrutés par un centre receveur qui ne sont pas décongelés et non administrés. Et enfin, on a constaté que les données étaient très qualitatives. On avait le temps de transit entre la fin du prélèvement et la réception d'unités de thérapie cellulaire pour 99% des greffons. On pouvait tracer la température de façon très fiable pour 100% des greffes pour des greffons non apparentés, et qu'on avait des données de contrôle qualité, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des marqueurs de viabilité, de qualité des cellules pour la majorité des greffons. Et donc, nous avons pu faire cet effort conjoint avec France Greffe de Moelle, l'Agence de la biomédecine et la Société française de greffe de moelle pour analyser tout ça. La deuxième étape qui s'est présentée, c'était, maintenant qu'on a des données qualitatives, est-ce qu'on peut envisager un travail qui est encore plus important, c'est réévaluer à l'ère de cette grande irruption de la cryopréservation, quel est l'impact clinique? Est-ce que c'est délétère? Parce qu'on n'avait jamais eu autant de greffes cryopréservées. Donc pour ce faire, on a retenu 745 patients qui avaient des greffons de cellules souches périphériques, cryopréservés donc entre mars 2020 et juin 2021. Et ils ont été matchés ou appariés avec la méthodologie de score de propension avec 1328 patients qui ont reçu une allogreffe de cellules souches périphériques. On n'avait retenu que les hémopathies malignes, des patients majeurs, que des greffons de cellules souches pour les raisons que j'ai périphériques, que j'ai mentionnées tout à l'heure, pas de greffons médulaires. Et on avait, pour enrichir et arriver à montrer un effet, on avait enrichi en prenant 2 contrôles, c'est-à-dire 2 greffes fraîches pour une greffe congelée. Donc cette méthodologie des scores de propension, ça consiste à évaluer les variables d'intérêt pour chaque patient et d'évaluer la capacité à allouer un traitement ou ne pas l'allouer. Donc ici, les traitements, c'était soit cryopréservés, soit frais. Et ça permet d'augmenter la capacité d'appariement et de comparaison en se rapprochant des conditions un petit peu de ce qu'on appelle le gold standard, qui est l'essai randomisé donc en aveugle. Et donc on se rapproche d'une méthodologie qui est beaucoup plus comparable que les études historiques rétrospectives. Pour apparier les patients, on a bien évidemment pris les éléments essentiels des caractéristiques avant la greffe. Donc, est-ce qu'ils ont une maladie sévère? Quels sont leurs âges? Quel est l'intervalle entre le diagnostic et la transplantation? Le contexte de mismatch sexuel, de mismatch CMV? Quel est le type de conditionnement, etc., etc. Donc, ce groupe de 745 patients, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il a une médiane d'âge qui est très standard, un petit peu moins de 60 ans. La répartition des maladies est habituelle et je vais insister sur 2 points. D'une part, c'est que
chimiothérapie de préparation. Donc les conditionnements étaient en majorité des conditionnements d'intensité réduite, ce qui est également classique. Mais le plus important, c'est de faire le constat que 2/3 des greffes sont faits à partir de donneurs non apparentés. C'est également un paysage classique de l'allogreffe en France. Mais c'est important pour interpréter aussi les temps de transit et l'impact potentiel sur les greffons. Justement, quand on regarde ce temps de transit entre les greffes familiales et non familiales, comme on aurait pu l'anticiper, le temps de transit est plus court pour les greffes familiales, avec un délai médian de 19 heures versus 28 heures pour les greffes non familiales. C'est hautement significatif. Et ceci se traduit en corollaire par une différence dans le rendement des CD34, qui est moins bon dans les greffes non familiales que dans les greffes familiales. Si on regarde également la cellularité, on voit que cette cellularité est légèrement inférieure dans les greffes non familiales et qu'à la décongélation, elles sont un peu moins viables. Et ce qu'on avait comme idée, c'est peut-être, mais on ne peut pas le prouver, que le transport altère la qualité du greffon et fait perdre des cellules. Et par rapport à ça, on s'est intéressé à cet impact du temps de transit en prenant différentes fourchettes, moins de 24 heures, 24-48 heures et plus de 48 heures. Et vous voyez ici qu'au fur et à mesure, dans ces greffes non familiales, plus le temps de transit s'allonge, plus la quantité de CD34 injectée va diminuer et plus le rendement de la décongélation va baisser. Donc ça veut dire que vraiment congeler un produit avec un produit qui a stagné longtemps ou qui a attendu longtemps, ben ça altère sa qualité à la décongélation. Donc pour faire l'étude frais versus congelé, je suis désolé pour les thérapeutes cellulaires, je dis congelé même si ce n'est pas approprié, c'est cryopréservé. On a pris donc ces patients en première allogreffe, adultes, avec des données des mêmes centres pour ne pas avoir d'effet centre. Donc les mêmes centres étaient impliqués pour les greffes cryopréservées ou fraîches. Et on avait des données cliniques dans la base européenne qui s'appelle PROMISE, pour lesquelles on voulait avoir des données suffisamment robustes. On avait fait exprès de prendre une période de chevauchement parce qu'on voulait avoir un potentiel impact de la période Covid également sur les greffes fraîches. Donc vous voyez que pour le groupe frais, on a pris des patients qui ont été greffés entre janvier 2018 et juin 2021. Comme ça, dans les deux groupes, il y avait une exposition à la période Covid qui est aussi à risque pour les complications infectieuses. Et donc, avec cette méthodologie d'appariement en score de propension, on a retenu 711 patients versus 1328. Donc, on perd des patients parce qu'on essaie de les apparier par des techniques robustes et forcément, on a un petit peu de perte de patients. Ce tableau, je ne vais pas le commenter en détail. Il a pour but de montrer que, avant la méthode d'appariement, certaines variables diffèrent entre les deux groupes, frais et cryopréservés. C'est notamment l'âge du donneur, le type de donneur non apparenté versus apparenté, et le type de conditionnement et la prophylaxie de la GVH. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais pour montrer l'effet de l'appariement par cette méthode, on voit qu'on n'a plus de différence significative, tout passe au vert entre les deux groupes, donc ça montre que les deux cohortes sont maintenant comparables et on peut faire les analyses qui nous intéressent. Le premier élément, c'était de savoir sur la cohorte entière, si on compare les deux groupes, quel est l'impact sur la prise de greffe. Donc on évalue la prise de greffe sur la capacité d'un patient à sortir d'aplasie, c'est-à-dire à fabriquer des neutrophiles, des plaquettes, et ça s'évalue à différents délais. Et donc on voit que dans le groupe frais, les patients sortent d'aplasie, donc c'est la courbe en bleu, un peu plus précocement que la courbe en rouge. De la même façon, pour la récupération des plaquettes, on observe que cette récupération se fait de façon un peu plus rapide dans le groupe frais que dans le groupe cryopréservé. Le deuxième élément précoce qui nous intéressait, c'était la survenue de la GVH. Donc Daniel Bensoussan vous l'a dit tout à l'heure, la GVH c'est la face non recherchée mais qui témoigne de l'effet d'immunothérapie du greffon dans les greffes allogéniques. C'est quelque chose que l'on redoute, particulièrement si cette GVH est de grade élevé. Donc pour les GVH de grade 2 à 4 de type donc, aigu, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Et de la même façon pour les GVH plus sévères, grade 3 à 4. Si on s'intéresse à la GVH plus tardive, il n'y avait également pas de différence significative. On s'intéresse évidemment à d'autres devenirs ou résultats de la greffe comme le risque de rechute. On fait une greffe pour que le patient évite de rechuter de son hémopathie. Et on voit que le greffon, même s'il est cryopréservé, ne se traduit pas par une perte d'efficacité immunologique. Et donc il n'y a pas de surcroît de rechute dans ce groupe-là. Un autre élément d'intérêt, c'est ce qu'on appelle la NRM, c'est la mortalité non liée à la rechute, c'est-à-dire des patients qui vont décéder de complications de la greffe de type GVH ou infection. Et cette
cette mortalité ne différait pas entre les deux groupes. Et au final, la survie globale ne diffère pas entre les deux groupes. Comme je vous l'ai dit, il y a un intérêt à séparer les deux cohortes également en fonction du type de greffe, donc les greffes familiales ou non familiales, ou appelées aussi apparentées ou non apparentées. Et on a regardé donc ce temps de transit. Donc on voit évidemment que le temps de transit est un peu plus rapide, y compris dans les greffes non apparentées si le greffon est frais, puisqu'il est injecté directement. Il n'y a pas le temps de traitement dans le laboratoire de thérapie cellulaire. Et si on regarde les autres éléments importants, donc on voit que le nombre de cellules injectées administrées est donc légèrement supérieur dans les greffes apparentées pour le groupe frais, et de la même façon dans les greffes non apparentées, puisqu'on a moins de pertes cellulaires liées à la congélation. Ceci se traduit également sur la sortie d'aplasie, puisque les patients qui avaient une greffe apparentée avaient une récupération plaquettaire qui était paradoxalement un peu plus précoce dans le groupe cryopréservé. Et quand on regarde les greffes à partir de donneurs non apparentés, il y avait un retard à la sortie d'aplasie et à la récupération plaquettaire, encore une fois soulignant le problème altération de la qualité du greffon. On a repris tous les éléments d'intérêt dans les premiers résultats de la greffe. On n'a pas vu de différence et je vous ai juste mis 2 éléments d'intérêt qui nous paraissaient significatifs ou intéressants. Donc la GVH aiguë sévère de grade 3 à 4. Et dans cette analyse, dans le sous-groupe des patients qui ont reçu une greffe non apparentée, on voit une augmentation significative, enfin statistiquement significative, de l'incidence de GVH aiguë de grade 3-4 pour les patients qui ont reçu un greffon frais. Comme si la congélation altérait les lymphocytes T, souvent incriminés dans cette GVH aiguë sévère. Par rapport à la mortalité non liée à la rechute, on observe par contre une légère augmentation qui est à la limite de la significativité de cette mortalité chez les patients qui ont reçu un greffon congelé. Quand on fait une étude clinique, on a pour habitude de faire des méthodes statistiques qui vont nous permettre de différencier les rôles de différentes variables pour être sûr qu'il n'y ait pas de biais de confusion ou d'interaction entre les différentes variables. Et donc, on fait une analyse multivariée. Et donc, on va insister uniquement sur ce qui sort significatif ou légèrement ou proche de la significativité. Globalement, on peut retenir le message que dans les greffes apparentées ou familiales, il n'y a pas de différence sur les différents outcomes, donc devenir post-greffe. Et si l'on regarde les greffes non apparentées, on a un impact délétère de la cryopréservation, que ce soit sur la récupération des neutrophiles ou des plaquettes, également sur la GVH aiguë sévère, et une tendance à une augmentation de la mortalité toxique de la procédure avec des greffes cryopréservées. Cette figure représente la même chose, mais de façon plus imagée. Vous avez, donc c'est des forest plots, vous avez une ligne verticale en pointillé qui montre le hazard ratio de 1. Et ce que l'on veut, c'est que le gros point noir soit d'un côté, soit de l'autre, mais surtout que les petits intervalles soient complètement d'un côté ou complètement de l'autre. Et vous voyez qu'on retrouve la significativité, ça ne marche pas sur l'écran, ici et ici, et on est proche de la significativité pour la mortalité non liée à la rechute. Un autre élément qu'on voulait explorer, c'était l'analyse de l'impact de la période Covid-19, puisqu'on sait que les patients immunodéprimés transplantés sont à risque de faire des infections sévères, et on voulait vérifier qu'il n'y avait pas de surplus de mortalité liée au Covid chez les patients qui avaient un greffon cryopréservé, qui étaient tous par définition greffés sur la période Covid, ce qui n'était pas le cas de toutes les greffes faites à partir de greffons frais. Donc vous avez ici le taux de décès lié à la rechute ou non lié à la rechute dans les 2 groupes et dans les différents sous-groupes. Pour faire simple, il n'y a pas de différence significative. Et nous sommes allés retourner dans les dossiers pour chercher le nombre de décès liés au Covid-19 dans chaque sous-groupe. Et il n'est pas significativement différent entre les 2 groupes. Donc il n'y a pas de surplus de mortalité des patients qui ont un greffon cryopréservé en lien avec une infection à Covid-19. Un autre élément qu'on voulait également évaluer, c'est l'analyse plus qualitative du greffon. Encore une fois, je parle sous le contrôle de certains thérapeutes cellulaires, mais il n'y a pas de test biologique bien précis qui permettent de définir une qualité du greffon. On a des marqueurs de substitution comme la richesse en cellules souches CD34, mais on n'a pas d'éléments qui nous permettent de prédire si le greffon va forcément s'installer et comment il va fonctionner in vivo chez le receveur. Et donc, on s'est intéressé à d'autres variables d'intérêt, c'était la prise de greffe ou l'échec de greffe. Donc, on peut analyser 2 choses différentes, notamment le chimérisme, donc c'est la quantification du pourcentage de cellules
qui émanent de la différenciation des progéniteurs du donneur. Donc le test de chimérisme n'était pas significativement différent dans les différents sous-groupes. Mais quand on s'intéresse à ce qu'on appelle l'échec de greffe agissant, il y avait une augmentation que vous voyez ici. On a eu 6 échecs de greffe dans le groupe cryopréservé pour ces greffes non familiales, donc qui sous-tendent encore l'altération de ce greffon qui est qualitative dans ce type de greffe. Pour conclure, donc on peut dire que les patients qui ont reçu une allogreffe de cellules souches périphériques à partir d'un donneur familial, il n'y a pas d'impact mis en évidence dans cette étude par la cryopréservation. Par contre, dans le groupe avec donneur non familial, il y a un impact délétère sur le devenir clinique avec un retard à la sortie d'aplasie et à la récupération plaquettaire. On a une tendance sur une augmentation de la mortalité non liée à la rechute, ou mortalité toxique à 1 an, qui semble se dessiner. Est-ce qu'il y a un manque de puissance ou alors est-ce qu'il faudrait enrichir et donner avec un peu plus de suivi? Et il y a une augmentation significative des échecs de greffe. Donc c'est quand même des éléments qui nous inquiètent. Ça ne se traduit pas en survie globale. On peut quand même souligner qu'il y a une étude qui a été produite par le groupe américain qui semble retrouver des résultats assez proches, avec une série qui est un peu moins importante. Mais donc les choses vont dans le même sens. Et je ne peux pas vous dire, à l'heure actuelle, si ceci va engendrer un changement des pratiques de façon diffuse au niveau du territoire national. Donc l'explication à tout ça, c'est qu'il y a probablement une altération de la composition cellulaire du greffon qui est impactée directement par le temps de transit, et qui plus est chez des patients qui ont reçu un greffon qui aura transité plus de 48 heures. Pour terminer, évidemment, il faut remercier tous les centres SFGMTC qui ont participé à ce travail. Nicole Rose, qui est data manager à la SFGMTC, Mamadou Sinayoko, qui est biostatisticien à l'Agence de la biomédecine, Federico, qui a beaucoup aidé aussi pour coordonner ce travail. En bas sont notés tous les auteurs de cette étude, le papier est en cours de finalisation et on espère le soumettre d'ici la fin de l'année. Et évidemment, je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. Avez-vous des questions concernant cette présentation très complète? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je vais m'en permettre une. J'aimerais avoir votre sentiment sur... parce que dans tout ce que vous nous avez présenté, on voit clairement que la cryopréservation, effectivement, altère un petit peu la qualité du greffon dans les différents types cellulaires, y compris les lymphocytes T, qui peuvent être quand même un peu problématiques en post-greffe en aigu. Est-ce qu'il y aurait, dans le meilleur des mondes, si on devait retirer quelque chose de positif, autrement dit, de cet épisode, est-ce qu'il y aurait un rationnel à réfléchir à faire un traitement des greffons extrêmement précoce pour ne pas avoir le délai qui manifestement est délétère, qui nous permettrait peut-être avec une congélation-décongélation hyper rapide de diminuer un peu le taux de lymphocytes T qui vont nous gêner après dans la prise de greffe, sans pour autant altérer la qualité de la reconstitution hématopoïétique à long terme. Bon, c'est un peu de la science-fiction ce que je vous demande, hein, j'avoue, mais... Alors, il y a 2 éléments pour répondre à ça. Déjà, dans le traitement précoce du greffon, une des recommandations qui avait émané de notre premier travail, c'était de dire si on peut cryopréserver sur le site donneur. Oui. Donc, évidemment, ce n'est pas simple à mettre en place et ça se complète par des coûts importants, puisque transporter un greffon cryopréservé et conditionné en azote, ce n'est pas le même coût qu'un greffon qui se transporte par un être humain dans une valise en avion tranquillement. Après, effectivement, ça peut être, même si c'est de la science-fiction, c'est intéressant d'aborder un traitement différentiel du greffon pour avoir un impact positif sur des populations délétères, un impact neutre sur d'autres cellules résistantes. Je pense qu'il faut quand même retenir un élément clé qui est la richesse du prélèvement. La richesse du prélèvement reste un élément maître dans les résultats post-greffe. Et on a aussi travaillé par le passé, alors c'était des travaux, moi j'ai pas participé, mais à des travaux qui ont cherché à dépléter des lymphocytes dans des greffons. Les résultats n'étaient pas forcément idéaux en termes de résultats post-greffe, puisque finalement les patients faisaient plus d'infections, il y avait un peu plus de rejets, un peu plus de rechutes. Donc je ne sais pas si on peut avoir une vision si simple de cette déplétion des lymphocytes T avantagée par la cryopréservation.
Okay. Donc ce que j'en retiens, c'est que, in fine, le nerf de la guerre, c'est le délai entre le prélèvement et la congélation, qui doit être finalement le plus court possible quand on est obligé de congeler. Oui, tout à fait. Et puis, peut-être que ça a changé comme pratique, ça a rassuré certains centres. On a eu des fois des patients qui rentraient pour une greffe avec un contexte clinique un peu particulier, une infection. On sait depuis longtemps, par exemple, que avoir un conditionnement avec une irradiation corporelle totale et faire une infection virale, c'est très mauvais. Il y a un risque de complications pulmonaires et respiratoires très important. On assouplit, alors on accepte qu'on peut avoir des greffons de bonne qualité, qu'on peut peut-être congeler avec l'accord toujours du centre donneur, évidemment, mais ça fluidifie un peu l'organisation des services de soins. Et probablement dans des situations cliniques particulières, on peut, dans des greffes familiales, avoir un peu moins d'appréhension à cryopréserver les greffons. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas dans le laboratoire de thérapie cellulaire, mais c'est une charge de travail qui est non négligeable et ça nécessite aussi d'organiser les équipes parce que ce n'est pas le même traitement. Un greffon, c'est... Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, Federico ? Édouard, ayant eu accès à cet ensemble de données et à des conclusions, et dans ta pratique médicale de médecin greffeur que tu es, est-ce qu'aujourd'hui tu as changé quelque chose au moment de considérer la demande de cryoconservation d'un greffon? Et est-ce que tu te poses plus des questions que en 2019, avant le Covid, qu'on n'avait pas ces données? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la pratique médicale pour l'indication de la cryopréservation? Dans ton cas en particulier, après on verra si c'est étendu au centre. Cette période-là a permis dès les recrutements des donneurs déjà de changer un peu la paperasse, puisque maintenant il y a toujours une case cryopréservation anticipée, accord du centre donneur, donc ça change un peu les interactions et l'anticipation, c'est-à-dire qu'on se pose la question dès le recrutement de savoir si potentiellement on va cryopréserver. Et puis comme je disais juste à l'instant, on a eu il n'y a pas très longtemps un cas de patient qui était arrivé à la greffe, il avait une douleur pharyngée, il n'avait pas de fièvre, mais on l'a testé pour le Covid, c'était Covid+. On sait que c'est des patients, avec les traitements actuels du Covid, on peut rapidement gérer les choses, mais il y a tout intérêt à les traiter pour faire les choses de façon plus sereine. Et donc, on a d'emblée demandé une cryopréservation, donc on a cryopréservé le greffon. Et en fait, on a décalé sa greffe de 7 jours uniquement, c'est-à-dire que 2 jours après la fin de son traitement antiviral, on a pu commencer la lymphodéplétion. Donc, ça change un peu les pratiques, ça assouplit, ça facilite l'accès ou la réflexion pour ces cryopréservations qui, avant, nous semblaient peut-être plus anecdotiques et donc moins faisables. On est passé des 4% des cryoconservations en 2019, avant Covid, à plus des 80% pendant l'année, pendant la période de cette analyse. Et deuxième question, commentaire, au vu de ce follow-up d'un an, deuxième point qu'on a analysé dans cette analyse-là, est-ce que tu penses que ça serait intéressant qu'on puisse aller au-delà, c'est-à-dire un long terme, un suivi de long terme sur ces patients-là, notamment sur la population des patients ayant reçu un greffon congelé pour voir le devenir des complications, entre guillemets, ou non, à long terme? Alors, il y aura un intérêt probablement en s'intéressant à une population particulièrement à risque, qui seraient ceux qui ont reçu un greffon de peut-être le quartile inférieur en CD34. Parce que quand on a accès à la littérature sur la richesse des greffons, ou toute la littérature qui s'est intéressée notamment à amplifier les greffons de sang placentaire par amplification CD34, on sait qu'il y avait beaucoup d'appréhension sur la persistance de ces cellules souches qui pouvaient aussi être exhaustives. Et est-ce que chez ces patients-là qui ont un impact sur la cellule souche, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet très tardif, une perte de greffon tardive ou un peu plus de surcroît de rechute? Je ne sais pas répondre à cette question, mais ça peut faire partie des choses d'intérêt sur des suivis à long terme. Merci. Y a-t-il une question dans la salle? Ok, très bien. Si ce n'est pas le cas, on va passer à la deuxième présentation. Il s'agit de l'utilisation, de l'usage d'une molécule qui s'appelle plerixafor et pour les donneurs étiquetés, mauvais mobilisateurs des cellules souches hématopoïétiques. Cette présentation elle va être faite par Angela Granata,
qui fait partie de l'unité de thérapie cellulaire de l'Institut Paoli-Calmette à Marseille. Et Angela connaît les donneurs apparentés et non apparentés. Elle connaît la cytaphérèse, c'est-à-dire la méthode d'utilisation pour prélever ces cellules. Donc merci beaucoup Angela de nous présenter et de nous éclairer sur l'utilisation du plerixafor. On va essayer. Bonjour à tous. Bon, merci pour l'invitation. Alors, l'idée, c'est effectivement de parler d'un traitement, c'est un médicament, le plerixafor, qui est d'habitude, désolé en fait pour le micro, en fait, qui est d'habitude utilisé pas dans le cadre des donneurs, c'est un médicament qui est utilisé dans le cadre des prélèvements pour cellules souches autologues, donc dans un contexte complètement différent, celui des patients et pas des donneurs. Donc c'est ça un peu la caractéristique principale. J'ai oublié de le mettre, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le plerixafor ni avec aucun labo. Alors, donc, pour entrer... Attends, si j'arrive bien... Ça ne marche pas. C'est comme ça? C'est celui-là? Ok, merci. Donc, en fait, je voulais juste refaire un peu l'histoire, comment on en est arrivé là, comment on arrive à pouvoir collecter des cellules souches hématopoïétiques. Donc, en refaisant un peu l'histoire de la greffe, comme on a commencé par le début, ça commence par quelque chose de triste. En 1945, c'est la bombe sur Hiroshima qui permet de faire les premières études et vérifier effectivement qu'on a un problème d'aplasie médulaire qui peut apparaître lorsqu'on a une exposition à des rayons assez importants, assez conséquents. Donc, ça va permettre en 1959 de réaliser la première greffe. Donc, on va récupérer de la moelle osseuse à partir, finalement, vous verrez bien, à l'intérieur des os. Et on réinjecte ça à 2 patients qui ont atteint d'une leucémie après les avoir exposés à des rayons UV, à des rayons supralétales. Et on va déterminer donc une condition d'aplasie sur laquelle on peut greffer ces cellules. Et effectivement, ça permet de reconstituer ce qu'il est la population cellulaire hématopoïétique. Donc en 1962, on va bien caractériser ce qu'il est les cellules souches hématopoïétiques. Donc je vous ai fait rapidement, juste pour qui ne connaissent pas, les cellules souches hématopoïétiques, on va les retrouver à l'intérieur des os, c'est surtout des os plats, qui peuvent être au niveau du fémur, elles peuvent être au niveau des côtes, au niveau finalement du bassin, surtout c'est les crêtes iliaques postérieures, vous verrez pourquoi. Et en fait, c'est des cellules qui sont déjà dirigées pour produire exclusivement des cellules souches, des cellules comme du sang, comme les cellules, les globules rouges, les plaquettes ou les globules blancs. Donc en fait, c'est déjà des cellules qui sont redirigées pour produire exclusivement pour renouveler les tissus du sang. Donc quand on va les prélever, on peut les prélever par une méthode classique, qui c'est la plus ancienne, celle qu'on faisait à partir des crêtes iliaques postérieures. Donc on va rentrer avec des trocars, il y a 2 opérateurs et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir rentrer jusque dans la partie, comme vous le voyez un peu dans les détails, au niveau de la spongeuse. Et c'est là qu'avec des ponctions multiples, on peut prélever au fur et à mesure du sang médulaire, donc de la moelle osseuse, qui va permettre après de pouvoir obtenir ces cellules. Le volume, il est limité parce qu'en fait, il est limité forcément par le poids du donneur. Ça, c'est très important, on le verra tout à l'heure. Pour quelle raison? Et on va, par exemple, pour quelqu'un qui pèse 50 kg, on ne peut pas dépasser certainement le 1 litre. Mais bon, très souvent, on est beaucoup moins que ça. Il y a des effets indésirables, bien évidemment, comme des saignements, comme des douleurs localisées. Les infections, je dirais non, sauf si on ne travaille pas très bien, mais d'habitude, il n'y a pas de vraie infection pour les donneurs. Et la fatigue. Donc là, on va faire une transition, on va arriver comment on a pu prélever finalement des cellules souches périphériques, c'est-à-dire que d'habitude, on n'a pas des cellules hématopoïétiques, des cellules souches hématopoïétiques qui circulent dans le sang. En 1984, on découvre un produit, le GCSF, qui va permettre vraiment de mobiliser les cellules souches du territoire de la moelle osseuse vers la circulation sanguine, en permettant de les augmenter entre 10 à 100 fois dans la circulation. Et en 1995, on réalise la première greffe une greffe allogénique, à partir vraiment d'un greffon de cellules souches périphériques, d'un donneur non apparenté. Donc là, c'est juste rapidement pour vous montrer, en fait, il va agir le GCSF sur un récepteur, il va éviter qu'il y a des ancrages des cellules souches au niveau de la moelle osseuse, et ça, en fait, les façons qui se positionnent le GCSF permet aux cellules souches de sortir vers la circulation parce qu'il va avoir un effet sur le récepteur, que généralement, il garde ça dans la partie de la niche. Donc, on a vu comment on a pu prélever directement, mais comme on peut prélever les cellules par cytaphérèse, c'est les cellules souches périphériques. Donc une fois qu'elles circulent, ces cellules, comment on peut aller les prélever?
Là, j'ai fait un petit résumé. Donc, on prélève à partir d'une veine cubitale, on récupère le sang, il va rentrer dans la machine à la base de laquelle il y a une centrifugeuse. Vous allez voir dans les détails comment l'anneau il va se positionner. C'est juste par rapport au poids spécifique de chaque composant. Donc, on aura en haut la partie liquide, en bas la partie finalement des globules rouges, qui c'est la partie la plus lourde, on va dire. Et la partie centrale, c'est là où il y a les cellules souches qu'on va collecter, qui vont directement dans les mêmes circuits. Donc, au niveau de la machine, ils vont être collectés dans une poche. Et c'est là qu'on va retrouver les cellules souches pour la réinjecter après. Tout le reste dont on ne s'en sert pas, forcément, il va revenir en voie de retour aux donneurs, parce que en fait, c'est les plasmas, c'est les globules rouges qui ne seront pas prélevés, qui ne se retrouveront pas dans la poche. Donc, la méthode elle est relativement simple. On va utiliser des cathéters veineux périphériques de gros calibre. D'habitude, en fait, on le pose au niveau des bras. On n'a pas besoin d'aller chercher des veines plus importantes que ça. La durée, elle est plutôt importante parce que les volumes extracorporels ne peuvent pas dépasser le 150, 200 ml. Donc, on a une procédure qui est quand même assez longue, comme un peu la dialyse, entre 3 à 5 heures. Et les principaux effets indésirables, en fait, elles sont liées d'une part à la mobilisation, parce que pour avoir ça, forcément, pour avoir les cellules circulantes, on est obligé d'avoir pendant 4-5 jours un traitement par GCSF au préalable. Et donc, c'est les douleurs osseuses, c'est quelque chose de très typique. C'est un syndrome simili-grippal. D'habitude, c'est des symptômes qui sont facilement contrôlés par un traitement par paracétamol. Et il y a aussi des effets indésirables qui sont liés à la procédure d'aphérèse, c'est-à-dire qu'il y a une solution anticoagulante qui va éviter que le sang puisse former des caillots à l'intérieur de la machine. Donc, cette solution, elle est en partie rendue au donneur et elle peut séquestrer les calciums ionisés. Et les réactions, c'est des hypocalcémies d'habitude très légères, très modérées, mais effectivement, c'est des picotements autour des lèvres, des fourmis, en fait, et des conditions typiques. Excusez-moi. Ça ne s'entend pas, c'est ça. C'est mieux, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc là, je vous ai juste mis comment l'évolution... Ah, ok. Vous voulez que je m'assoie? Pardon, j'étais devant. Je vais refaire. Pardon. En fait, donc, comment elle a évolué les choix de la source cellulaire en France. Là, j'ai remis un peu les données de l'Agence de la biomédecine. Donc, on voit bien qu'en 2004, on avait presque autant de greffes qui étaient faites à partir de la moelle osseuse et des cellules souches périphériques. Vous voyez bien que la ligne en vert, que ça correspond finalement aux cellules souches périphériques, en 2020 explose. Elle est en fait celle qui va être privilégiée par tous les centres. Et pareil en Europe, vous allez voir en fait... Voilà, pardon. Oula. Ok, pareil en Europe, la ligne rouge, c'est les cellules souches périphériques, la ligne bleue, c'est la moelle osseuse. Donc là, c'est pareil en Europe. En fait, pour tous les centres, à partir des années 90, il y a une explosion en fait de ce type de sources cellulaires comme source privilégiée pour les greffes allogéniques. Donc, quand on parle de ça, et c'est là qu'on va rentrer, qu'est-ce que c'est un mauvais mobilisateur? Donc, on considère, tout à l'heure, on parlait de la quantité des cellules souches qui doit être prélevée pour pouvoir obtenir quelque chose de qualité. Donc, d'habitude, on va se focaliser sur une dose qui doit être entre 4 à 6 millions de cellules de CD34 qui sont exprimées par les poids du receveur. Ça, c'est très important à retenir parce qu'en fait, en général, c'est toujours le poids du receveur. En fait, c'est exprimé par rapport à ça. Donc, l'échec des mobilisations, ça reste relativement rare. C'est entre 2 à 5% des donneurs qu'on peut prélever. Donc, ce n'est pas non plus une grande quantité. Mais dans ces cadres-là, la réaction, c'est de dire, bon, OK, on n'a pas réussi à avoir des cellules souches périphériques, on va repartir les chercher à nouveau par un prélèvement de moelle osseuse au nouveau à l'intérieur des os. Néanmoins, il y a quand même quelques petites bémols. Ce n'est pas quelque chose d'une procédure anodine pour le patient, pour les donneurs. Parce que là, vous voyez, c'est une étude américaine qui avait comparé les effets en fait, à long terme, autant sur les douleurs osseuses, autant sur la fatigue, pas à long terme, pardon, à court terme, parce qu'en fait, c'était les premières semaines. Et vous voyez bien comme, en fait, à gauche, il y a la ligne qui correspond au traitement par GCSF, donc au traitement par cellules souches périphériques. Et à droite, c'est plutôt ce qui se passe quand ils vont recevoir un prélèvement par moelle osseuse. Et donc, on a à peu près un délai de 2,5 semaines, donc 2 semaines et demie, avant d'avoir une bonne récupération quand on parle d'un prélèvement de moelle osseuse.
Il y a une autre chose qui est très importante aussi, c'est la qualité du greffon prélevé. En fait, on voit bien que là, en fait, dans cette diapositive, il y a plusieurs décennies. Et en fait, vous voyez qu'au fur et à mesure, on a perdu la capacité à prélever quelque chose, un greffon d'une qualité adéquate. Ça, c'est un peu valable. Elle était vraiment très différente en fonction du nombre de procédures qu'on réalisait à un moment donné, parce que vous voyez que c'est plus de 30 ou moins de 30. En fait, c'est les petites lignes en gris et en noir. C'est en fait les centres qui réalisaient à un moment donné plus de 30 greffes par an des moelles osseuses et celles qui faisaient moins de 30 prélèvements par an. Il y avait une petite différence, mais ça c'est vrai dans les années 90, c'est presque plus vrai dans les années suivantes où on ne retrouve plus rien. Et pareil, en fait, une étude encore plus récente, c'est de 2021, il montre bien qu'en fait, avec les différentes décennies, on fait que décroître le nombre de cellules qu'on prélève dans la moelle osseuse, parce qu'on a perdu l'expertise, et par ailleurs, on augmente les volumes qu'on prélève, c'est-à-dire qu'on prélève beaucoup, probablement, de cellules diluées, en fait. C'est un produit complètement dilué qui n'a pas la qualité qu'il avait, en fait, tout au début. Donc, bon, l'idée, c'était, voilà, on va rentrer un peu dans les vifs du sujet. Donc, est-ce qu'on a d'autres options ? Alors, peut-être augmenter la posologie du G-CSF, pourquoi pas, c'est une hypothèse. Et sinon, le plerixafor, que c'est un peu ce dont on va parler tout à l'heure, on va analyser tout à l'heure. Donc, l'augmentation, elle a été testée, il y a une étude de 2022, donc c'est assez récent, où ils avaient essayé, autant dans les contextes autologues que dans les contextes allogéniques, d'augmenter la posologie à partir d'une dose standard, qui d'habitude c'est 10 microgrammes kilo, de passer à 16 microgrammes kilo, par exemple, pour les donneurs. Et c'était jusqu'à 24 pour les autologues, donc pour les patients. Néanmoins, l'étude, autant sur le côté autologue, autant sur les côtés allogéniques, ne montrait aucune différence, y compris en termes de risque d'échec. Ça restait pareil. Effectivement, le risque d'échec, il était toujours entre 2 à 5%. Donc, autre plan B, on va rentrer dans notre plerixafor. Donc, on reprend un peu à nouveau l'histoire. On va arriver vraiment presque vers la dernière étape, en 2009. En 2009, il y a un médicament qui c'est le plerixafor qui va être approuvé par l'FDA et après aussi par l'Agence européenne du médicament pour être utilisé dans les cadres des prélèvements de cellules souches autologues, donc du patient qu'il est atteint d'un myélome ou d'un lymphome. C'est un produit qui a été initialement construit pour traiter les VIH. Au final, il se rend compte que ça ne sert à rien pour les VIH, mais par contre, il va agir sur un récepteur qui va vraiment déterminer une augmentation et un effet presque synergique avec les G-CSF pour faire sortir un nombre de cellules souches plus importante. Et c'est vrai qu'effectivement, dans les contextes autologues, a complètement changé un peu la donne. Donc là, je vous ai remis ce qui sont les stratégies d'utilisation. Donc il y a les études qu'on va voir au fur et à mesure, et vous verrez qu'il y a deux types de stratégies qu'ils ont utilisées pour cette étude. Alors il y a une stratégie qu'on appelle upfront. Donc en fait, le plerixafor est utilisé en termes presque une sorte d'alternative au G-CSF. Donc on n'utilise pas du tout les G-CSF, on va utiliser une dose de plerixafor et après on prélève le donneur. Soit une stratégie préemptive où on fait, comme on fait d'habitude pour les patients, c'est-à-dire on fait 4 jours de G-CSF, on s'aperçoit qu'il y a un mauvais mobilisateur et à ce moment-là, on rajoute une dose supplémentaire de plerixafor. Ils se sont bien amusés aussi à changer la voie veineuse par voie intraveineuse, par voie subcutanée, par la posologie. Elle n'est pas toujours la même, elle est parfois 0,32, 0,35. Alors d'habitude, il faut savoir que la posologie pour laquelle elle était approuvée, c'était 0,24 mg kilo par milligramme kilo ou 20 mg, on va dire maintenant, en dose unique pour les personnes qui pèsent plus de 80 kg. Néanmoins, là, voilà, c'était toujours par voie subcutanée. Là, en fait, on a fait un peu du tout. On verra, donc on va essayer de reprendre un peu ce qu'il est. Ce qu'il est très important à retenir, c'est que les études, malgré tout, concernent exclusivement les donneurs apparentés, pas des donneurs non apparentés. Ça, c'est très important aussi à souligner. Donc là, ça, c'est une analyse. Alors, il y a surtout 3 études qui sont les plus importantes en termes upfront. Donc, ce qui a été, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'utilisation du plerixafor en alternative au G-CSF. Donc, ce n'est pas du tout une association. Donc, c'est plutôt une nouvelle tentative de mobilisation. Ce n'est pas forcément des mauvais mobilisateurs, celles qu'on voit là. En fait, c'est des personnes, des donneurs qui étaient tout à fait des donneurs normaux. Et on voit bien que par contre, entre 30 à 50%, on a un échec parce qu'on va avoir une collecte insuffisante, c'est-à-dire qu'on a moins de 2 CD34, millions de CD34 après une seule dose de plerixafor. Donc
l'effet probablement n'est pas tout à fait excellent. Et c'est ce qu'ils vont conclure finalement 2 études sur les 3 en disant attention, peut-être le pélixaphore seul ne fait pas forcément mieux que les G6F seuls pendant 4 jours. C'est à peu près le message, même s'il n'est pas bien précisé en termes après d'effets indésirables et tout ça, bon, mais ce n'est pas vraiment très différent. Donc la stratégie d'usage du pélixaphore, par contre, sur le contexte préemptif, c'est celle qui nous intéresse un peu plus, c'est vraiment les mauvais mobilisateurs. Donc là, vous allez revoir, effectivement, l'utilisation, elle est faite parce que les donneurs, il était un mauvais mobilisateur, donc on décide que le G6F, il n'est pas assez efficace. Et là, on voit bien que par contre, quand on rajoute une dose de pélixaphore, même une seule dose de pélixaphore, on arrive à obtenir un greffon qui dépasse déjà les 4 millions. Donc, ce qui commence à être déjà plus convenable pour pouvoir réaliser la greffe derrière. Et ça, c'est valable pour presque 90% des donneurs. Là, on va analyser un peu dans les détails. Je vais vous montrer dans les détails 2 études de celles qui étaient là. C'était un peu visuel. C'est parce que là, vous voyez bien qu'effectivement, entre gauche et droite, là, il y a une médiane de collecte après les premiers jours, donc après la première aphérèse, avec les G6F seuls. La médiane de collecte, c'est de 1,6. Quand on rajoute le pélixaphore, effectivement, on arrive à obtenir 5 millions, donc vraiment quelque chose qui est assez correct. Ça, c'est le groupe espagnol qui l'avait publié. Il a fait un peu une étude vraiment sur les patients, sur les donneurs qui avaient reçu ça dans un contexte de mauvais mobilisateurs. Pareil, en étude américaine, en fait, c'était une phase 2, en fait, c'est une étude prospective. Là, ils montraient bien pareil, en fait, ils avaient analysé les CD34 circulantes les premiers jours de l'aphérèse et le deuxième jour de l'aphérèse lorsqu'ils rajoutaient une dose supplémentaire de pélixaphore. Pareil, vous voyez, il y a une augmentation autant dans les cellules souches circulantes, autant dans les cellules souches dans la poche. Ils ont carrément augmenté et c'est en moyenne une augmentation de 3 fois par rapport à ce qu'il avait été dans le G6F. Donc là, c'est très intéressant, mais est-ce qu'il y a une toxicité aussi sur ça? Parce que forcément, on parle de donneurs, on parle des patients, pas des patients, mais des personnes qui sont saines. Donc voilà, ce qu'on peut retirer, c'était quoi la toxicité, surtout à court et moyen terme. J'ai rajouté court et moyen terme parce que malheureusement, il n'y a aucune étude qui montre quelque chose qui soit vraiment avec un follow-up assez long. Et aussi pour les receveurs, parce qu'on pourrait se poser la question, comme on avait dit tout à l'heure, la qualité et la typologie des cellules qu'on réinjecte, elle n'est pas tout à fait la même entre quelque chose qui est mobilisé à partir d'un traitement du pélixaphore ou à partir du G6F. Donc pour les donneurs, c'est toujours la même étude que je vous ai montrée tout à l'heure, il avait fait une analyse plutôt bien, en fait, parce qu'en plus c'est une étude prospective. Il avait noté qu'il y avait finalement en termes d'effets indésirables quand on rajoutait du pélixaphore, juste des troubles digestifs par rapport au G6F, un peu plus marqués, et ça restait malgré tout d'un grade 1-2, donc relativement faible. Et ce qu'ils avaient fait de bien aussi, c'était d'avoir fait une sorte d'auto-évaluation. Ils avaient donné un questionnaire aux donneurs pour leur dire alors, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez 30 jours après les dons. Et donc finalement, 92% étaient tout à fait dans les conditions de dire je me sens bien, voire même mieux. Et 86%, ils étaient même en condition de pouvoir accepter à nouveau une dose supplémentaire de pélixaphore. Donc ils auraient encore participé à l'étude. Donc ça, pour les donneurs. Le receveur, on a vu qu'il y a plusieurs paramètres qui sont quand même pas simplement sous l'effet du greffon, mais aussi sur d'autres effets, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, quand on parle d'un receveur, c'est surtout la reconstitution hématologique qui nous intéresse, c'est la sortie d'aplasie, c'est la brise de greffe, bien sûr, où la greffe va prendre, et c'est d'autres réactions comme la GVH dont on a parlé tout à l'heure, la réaction du greffon contre l'hôte, c'est très dépendante du type de lymphocyte qu'on réinjecte, c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, et forcément tout ça, ça a aussi une répercussion sur ce qui est la possibilité de reshoot, tout ce qui est la possibilité éventuellement de survie globale ou survie à long terme sans maladie. Donc là, juste, je passe rapidement, mais c'était pour vous dire qu'effectivement, la qualité du greffon, il a été analysé avec les G6F ou avec les pélixaphores, pardon, et en fait, elle n'est pas tout à fait la même. Donc, on a des CD34 plus immatures, on a plus de lymphocytes, on a plus de cellules dendritiques qui sortent à l'extérieur, donc ce n'est pas tout à fait la même qualité. Donc, ça, on pourrait s'attendre à une modification finalement de ce qui sont les endpoints finaux de tout ça.
Ce n'est pas le cas. Finalement, quand on regarde en termes de récupération sur le plan hématologique, on voit bien qu'on est dans les clous de ce qu'on retrouve en littérature. En général, avec les G6F seuls, on est aux alentours de 15 jours pour la sortie d'aplasie, donc pour remonter avec les globules blancs ou les polynucléaires neutrophiles au-delà de 500 polynucléaires neutrophiles pendant 3 jours. Et bon, on est entre 10 et 18 jours, en sachant que la moyenne c'est 15. On va rester à peu près comme en littérature pour les G6F seuls. Pareil, pour la réaction du greffon contre l'hôte, on a des taux qui restent tout à fait comparables à ce qu'on retrouve un peu en littérature, bon, en sachant que c'est un peu variable, mais en tout cas, la GVH grade 2-4, on est entre 35 et 25%, voire même un peu moins de ce que d'habitude on a l'habitude d'avoir, et la GVH chronique aussi encore plus faible de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, on prend tout ça avec les pincettes, parce que finalement, comme je vous disais, il y a beaucoup de variables qu'il faut tenir compte. Les conditionnements, ils n'étaient pas les mêmes. Les types d'études, ce n'étaient pas les mêmes. Donc, on peut vraiment avoir plusieurs variables qui ont avoir un effet confondant là-dedans. Et ce qui était plutôt intéressant, c'était plutôt cette étude-là, où ils avaient comparé, finalement, ils avaient matché les patients avec une cohorte historique, et donc ils avaient analysé tous les paramètres dont je vous ai dit tout à l'heure, en fait, la sortie d'aplasie, la prise de greffe, la mortalité, le risque de reshoot. Et là, finalement, ils avaient vu que quand ils matchaient autant sur des conditionnements myéloablatifs, donc c'est tout à gauche, et autant sur les conditionnements intensité réduite, les deux cohortes, ils ne faisaient pas différence, en fait. Il y avait exactement les mêmes paramètres, il n'y avait aucune différence sur les paramètres principaux. Donc ça, il a le mérite au moins d'avoir comparé. Il faut savoir que cette étude, elle était par contre avec du plerixafor seul, pas plerixafor plus G6F. Donc c'était la stratégie upfront. Mais au moins, ça a permis de matcher bien comme il fallait les différentes études. Donc, quand on revient, alors, est-ce qu'il va bien marcher ? Non. Allez, donc là, je vous disais ça, c'était juste pour vous dire, on a beaucoup de littérature, mais on est hors AMM. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, on est hors AMM pour les donneurs. Donc nous, ce qu'on avait dit, effectivement, avec Federico, avec l'Agence de la biomédecine et avec les CFGMTC, c'était de dire peut-être ça peut avoir un intérêt qu'on regarde un peu quelles sont nos pratiques. Parce que c'est vrai que d'habitude, on a l'habitude d'utiliser ce médicament, mais on peut en solo. Et en fait, chacun il est un peu dans l'incertitude de se retrouver un jour avec un effet indésirable à long terme. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir analyser l'utilisation du plerixafor en France chez les mauvais mobilisateurs. Donc on part sur quelque chose vraiment restreinte. C'est pas utiliser les plerixafor comme ça à la place du G6F, et d'analyser effectivement les effets indésirables au moins à court et moyen terme, en fait, parce que c'est qu'il est le plus important pour voir autant sur les côtés donneurs, autant sur les côtés receveurs. Là, je vous ai juste montré ce qu'il a été, nous, les 5 patients qu'on a traités à l'IPC. Bon, juste pour vous montrer, c'est très visuel. En fait, c'était tous des mauvais mobilisateurs. Donc là, vous voyez les nombres de CD34 circulant les premiers jours. Donc on était entre 5 et 10. Et quand on ajoute les plerixafor, on a une augmentation de presque 10 fois par rapport à ce qu'il était. Pareil, effectivement, pour ce qu'on retrouve dans la poche, c'est voilà, une augmentation significative. On avait entre 0,5 et 0,8. En plus, c'était très souvent des donneurs qui donnaient pour des receveurs qui avaient à peu près un écart de poids de 20 kg et plus. Donc ça aussi, ça joue, parce que finalement, on doit toujours exprimer le nombre de cellules par rapport à ce qu'il est le receveur, et donc ça peut aussi avoir un risque. Et bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est 5 patients. Donc, c'est la reconstitution hématologique, elle était globalement correcte. On avait un seul patient qui n'était pas sorti d'aplasie et qui malheureusement il a rechuté très rapidement. Les autres 4, ils sont sortis d'aplasie de façon correcte. C'était tous des greffes à plot, donc on a toujours un traitement qui va un peu décaler par rapport à ce qu'il a la moyenne, la sortie d'aplasie. On est plutôt sur 18-20 jours. Et donc là, on rentre un peu dans des cadres tout à fait acceptables. On avait, tous les patients, ils avaient eu quand même une prise de greffe. Il y avait une GVH aiguë pour 3 patients qui restait plutôt modérée, une GVH chronique pour 2 patients, dont un il l'avait eu après une DI. Donc, tous les donneurs, je reviens en arrière. Donc, tous les donneurs qui avaient reçu du plerixafor, nous, on s'est dit, au moins, on essaie de garder la traçabilité. On les avait déclarés tous en biovigilance. Donc, ils sont tous déclarés en biovigilance pour pouvoir essayer de les maintenir et de les traiter au long terme. Donc, si on résume, là, l'idée, c'était la mobilisation par G6F seul. Effectivement, il y a un échec dans les 2 à 5% des cas. Ça ne concerne pas beaucoup de donneurs, mais c'est quand même important à souligner. Il n'y a pas d'intérêt probablement à augmenter la dose. Donc, on garde une dose de 10 microgrammes kilo pour les G6F, pas vraiment d'intérêt.
Quand on va avoir un échec des mobilisations, les options, ça reste finalement l'option recommandée, c'est les prélèvements de moelle osseuse, avec les petits bémols dont on a parlé tout à l'heure, la qualité du produit cellulaire qui est en baisse, la rechute du greffon, la richesse du greffon qui est parfois insuffisante parce qu'on a des différences, surtout quand il y a beaucoup d'écart de poids entre les receveurs et les donneurs, on peut avoir une richesse qui est inadéquate. Et les effets indésirables, ils restent un peu plus longtemps. Donc c'est vrai que la récupération pour quelqu'un qui va subir un prélèvement de moelle osseuse, elle est moins bonne que quelqu'un, ou en tout cas moins rapide, on va dire, par rapport à quelqu'un qui va être prélevé pour des cellules souches. Donc le Pélixafor, en essayant de résumer, ce que je vous ai mis, c'était que finalement, là, j'avais un peu analysé, on a presque 300 donneurs apparentés qui ont été traités dans les différentes études. Après, bon, voilà, avec mélangé entre upfront et préemptive, pas forcément tous les autres, depuis 2011. Et finalement, ce qui ressort, c'est que probablement, il n'y a aucun intérêt à substituer les GCSF par le Pélixafor. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas forcément trop intéressant. Donc la stratégie préemptive, donc celle où on rajoute une addiction au GCSF, le Pélixafor, c'est peut-être la stratégie à privilégier. La toxicité immédiate reste très limitée. En fait, on a vraiment des toxicités très, très, très limitées. Et la sécurité, alors s'il va bien, voilà, les profils de sécurité semblerait être rassurant. Bon, on reste quand même sur un court et moyen terme. On va dire encore une fois, le follow-up, il n'est pas assez long pour pouvoir dire quelque chose chez les donneurs, ni chez les receveurs. Bon, on va dire que ça semble être relativement rassurant. Donc, on va répéter que c'est ORAMM en France. Donc, pour l'instant, l'idée, peut-être, ça pourrait être de faire une analyse rétrospective qu'on pourrait construire avec un ensemble de données, aller regarder, peut-être définir une harmonisation de pratiques. Les ateliers de Lille pourraient peut-être être les lieux où on pourrait imaginer de faire ça. Et éventuellement, voilà ce qu'on dit pour l'instant, peut-être continuer à déclarer en biovigilance. Ça permet de garder une certaine traçabilité. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire pour l'instant lorsqu'on a besoin d'utiliser ce produit. Voilà, merci pour votre attention, c'est terminé. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Angela, pour cette vue globale de la situation des donneurs qui s'avèrent être mauvais mobilisateurs. Et cette présentation est ouverte à discussion, commentaires, questions. Manuel ? Oui, bonjour. Merci et bravo pour votre présentation. Manuel Cliquenois, je m'occupe du prélèvement par aphérèse sur l'île, notamment parfois avec des donneurs non apparentés. Est-ce que vous avez des données éventuellement un peu comparatives par rapport à la situation, on va dire, réglementaire aujourd'hui d'un donneur allogénique qui va mal mobiliser et sur lequel on va switcher sur un prélèvement de moelle osseuse? Est-ce que finalement, il y a aussi probablement des effets indésirables, l'anesthésie générale, ceux qu'on connaît habituellement du prélèvement organisé. Là, en pratique, c'est souvent des prélèvements faits un peu dans l'urgence. On a eu un cas relativement récemment sur l'île où, du coup, le lendemain de l'aphérèse, quelques heures après l'aphérèse, le donneur était vu par l'anesthésiste, le lendemain était endormi, était prélevé. Donc, on n'est pas dans les mêmes conditions finalement que le prélèvement de moelle osseuse qui est prévu d'emblée. Et également, est-ce que du coup, il n'y a pas aussi dans cette situation-là parfois, si ces donneurs volontaires qui sont a priori parfaitement sains mobilisent mal, est-ce qu'ils n'ont pas aussi éventuellement des caractéristiques intrinsèques, propres, médulaires? On a toujours l'impression que finalement, ces donneurs prélevés en moelle, finalement, c'est pareil, c'est des moelles pas très riches. Est-ce que du coup il y aurait un intérêt finalement à vraiment se mettre en situation limite prospective, comparative? Alors c'est un nombre très faible de donneurs dans cette situation-là, mais de se dire finalement le réglementaire aujourd'hui c'est de faire comme ça, ils mobilisent mal, on les passe en prélèvement de moelle osseuse, mais on se dit à ce moment-là on essaye éventuellement de les inclure dans un essai clinique si tant est que ça soit possible, et de comparer à ce moment-là la technique préemptive, de dire on va les passer en Pélixafor et tenter de les prélever le lendemain, par exemple. Oui, effectivement, on n'a pas des données. Ce qu'on sait, effectivement, c'est que le prélèvement de moelle osseuse, quand on doit l'organiser, c'est toujours en précipitation parce que très souvent,
receveur, il est déjà en conditionnement, donc on doit faire dans un court délai. Donc effectivement, ce n'est pas forcément la meilleure condition. Pour l'instant, il n'y a pas de vraies données spécifiques non plus sur les données mauvais mobilisateurs. En fait, on n'a pas vraiment... Il y a probablement, rétrospectivement, on l'a considéré probablement pour les patients. On a fait pas mal d'études pour essayer de comprendre quels étaient un peu les facteurs qui pouvaient impacter sur la réponse au GCSF. On sait que forcément, le sexe masculin, il est un peu moins impacté que le sexe féminin. On sait que l'obésité, elle joue aussi un rôle là-dedans plutôt favorable. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, probablement les adipocytes, ça c'est la théorie en fait, c'est que les adipocytes aussi sont en réponse en termes de GCSF. Ça, il n'y a pas autant d'études sur les donneurs. Ça reste vraiment une toute faible quantité. Je pense que c'est intéressant, ce que vous dites, effectivement, pouvoir comparer, c'est toujours le plus intéressant. Le reste, c'est toujours des études rétrospectives avec quelque chose de très hétérogène, c'est évident. Autant quand on analyse ce qui sont les effets indésirables sur le donneur, et autant quand on analyse aussi quel est les devenir après des receveurs. Parce que ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas comparable. Donc c'est vrai que c'est difficile, effectivement, de pouvoir faire ça. Mais je n'ai pas d'autres données à pouvoir... Justement, l'idée, c'était un peu de dire, est-ce qu'il y a effectivement des conduites à tenir? Est-ce que quelqu'un fait ça? Est-ce qu'on a quand même des bons résultats, même quand on va analyser ce qui, finalement, en deuxième option, aurait su plutôt un prélèvement de moelle osseuse, comme il est prévu. En fait, l'étude, c'était d'analyser ça un petit peu aussi, parce que pas tous les centres, forcément, utiliseront les Plérixafor. Nous, en première, on n'a pas commencé qu'en 2019. Finalement, on était resté toujours sur le prélèvement de moelle osseuse. On a commencé vraiment à se dire, bon, on en a fait un en 2019. Vous voyez, il y a 5 patients et on arrive jusqu'à ces jours. Donc, ça ne concerne pas beaucoup de monde. On est très réticent, on n'est pas à l'aise, et donc il y aura toujours des donneurs pour lesquels on aura fait un prélèvement de moelle osseuse. Donc peut-être comparer de façon rétrospective, prospective, je pense que c'est toujours le mieux, mais est-ce que c'est faisable sur un tout faible nombre? Oui, pourquoi pas, mais voilà. Et en plus avec un follow-up, je pense que c'est ça aussi, c'est les follow-up qu'on a maintenant pour les GCSF. Il y a une étude que j'ai vue il n'y a pas longtemps, il montrait vraiment des données à partir de 2004. Donc effectivement, on commence à avoir vraiment du recul sur les GCSF, tout ce qui est éventuellement cancer secondaire, ce qui est pathologie auto-immunitaire et tout ça. Ça, ce n'est pas encore le cas pour le Plérixafor. Et je ne sais pas si on va partir là sur un truc prospectif, on pourrait vraiment mettre en évidence ça. Philippe Renaudier, Saint-Étienne, merci pour vos 2 présentations qui étaient vraiment intéressantes. J'ai 2 questions. La première, je ne connais pas d'études de cohorte sur le long terme des patients qui étaient mauvais répondeurs. Est-ce que vous en connaissez une? Et si on transpose finalement cette situation en autogreffe avec des patients qui ont soit des myélomes, soit des lymphomes, en moyenne, les patients qui ont des myélomes sont moins bons répondeurs que les patients qui ont des lymphomes. On peut l'interpréter en disant que le myélome est une maladie médulaire et que le lymphome est une maladie ganglionnaire. Est-ce que, justement, sur le long terme, on a des données sur les donneurs familiaux, volontaires, qui étaient mauvais répondeurs? Est-ce que, dans des années après, ils ont développé une hémopathie? Et puis ma deuxième question, c'est comment vous utilisez le Plérixafor chez les donneurs? On les prélève à J5 de GCSF, on les revoit à J6 parce que le greffon était insuffisant. En général, quand ils ont été insuffisants à J6, ils sont insuffisants et on les passe en moelle. Et quand vous faites donc à J7, entre J6 et J7, le Plérixafor, est-ce que vous continuez le GCSF ou est-ce que vous faites le Plérixafor en monothérapie? Alors, donc, la première question, c'était effectivement s'il y a des études à long terme concernant les donneurs qui ont été mauvais mobilisateurs, s'il y a eu un devenir qui était pire. Alors, à ma connaissance, non. Je ne sais pas s'ils ont fait vraiment quelque chose de spécifique. L'étude que j'avais vue à long terme, ça concernait l'ensemble des donneurs. Il n'y avait pas de précisions, en fait, pour ceux qui avaient été un peu mauvais mobilisateurs ou ceux qui ne l'avaient pas été. Donc ça, je ne serais pas capable de vous répondre. La deuxième question, en fait, en général, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que les premiers jours, donc ils arrivent effectivement après 4 jours de GCSF. Les 5e jours, on prélève indépendamment parce que même s'ils sont très faibles, on se dit que parfois, on peut avoir des bonnes surprises, on ne sait jamais. Et en général, vraiment, ils vont au deuxième prélèvement sous Plérixafor, sous le fait qu'on a collecté moins de 1 million
lors du premier jour. Voilà, parce qu'en fait, on essaye de garder quand même une dose, on va dire, un peu plus faible par rapport à ce qu'il est la recommandation. Donc, on essaye de prélever malgré tout un greffon qui est au minimum 2,5 millions. Donc, si on a le premier jour, on a déjà obtenu 1 million, on ne va pas forcément y aller ni dans un sens ni dans l'autre. On essaie de garder toujours les GCSF pour les deuxièmes prélèvements. Quand on utilise le PLXAFOR, en fait, dans ces cadres-là, le premier jour, ils sont prélevés. On considère que c'est des mauvais mobilisateurs. On regarde la quantité de cellules qu'on a collectées dans la poche et là, on réinjecte les soirs vers 20h les PLXAFOR. Et les lendemains, ils sont prélevés. Le lendemain matin, ils sont prélevés avec les GCSF. Excusez-moi, parce que c'est la question que vous avez dit, si on utilisait encore. On maintient les GCSF, on ne change pas la posologie du GCSF, on le maintient, on donne une dose supplémentaire, donc on fait finalement au total 5 jours des GCSF, parce qu'il y a les 4 jours plus les soirs en fait, où on considère qu'il y a la mauvaise mobilisation. On rajoute la dose de PLXAFOR, qui est injectée au même temps à 20h, au même temps que les GCSF, et on le reprélève le lendemain matin. Donc le PLXAFOR, d'une manière générale, vous l'injectez à 20h. Ouais. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est effectivement ce qui pourrait être. Dans les études, par exemple, ils étaient injectés 4 à 6 heures avant. Exactement. Donc, effectivement, c'était un peu l'histoire. Nous, on arrive, on le fait autant pour les contextes autologues. C'est vrai que l'habitude, c'était surtout dans les contextes autologues, de ne pas hospitaliser ces patients, donc de les faire entrer en rétrocession avec le médicament. Et ben, finalement, on a remis la même chose sur les donneurs et ça marche. Bon, ça marche en tout cas. En succute, la même dose. Je reste sur les 0,24. Je ne fais pas la dose standard. En fait, il est prérecommandé éventuellement les 20 mg succute, dose standard si on a plus de 80 kg. Je ne fais pas ça. Je fais toujours 0,24. Bon, en sachant qu'on se limite. Voilà. Je sais pas. Mais en général, c'est comme ça. Et donc, on les fait à 20 heures. Oui, moi aussi, je fais 0,24, mais bon, c'est pour une question financière. Hein. C'est parce que ça coûte très cher. Non, mais en général, on ne dépasse jamais les flacons. Ouais, on dépasse jamais les flacons. Je préfère 0,24, voilà, du coup, on reste toujours un peu en dessous. 0,24, ça fait 1,2 millilitres, ce qui est l'ampoule complète, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui. Est-ce que l'ABM serait intéressée par initier une cohorte des donneurs mauvais répondeurs? C'est déjà un cours. J'ai le plaisir de vous annoncer, donc ça va aussi dans le sens de la question d'Emmanuel. Nous avons démarré une enquête des centres de prélèvement initiée par l'équipe des Christian Chavanon et Angela Granata, et on a sollicité les centres d'aphérèse nationaux et pour nous faire part de combien des donneurs étiquetés faibles mobilisateurs ou mauvais mobilisateurs, voire l'utilisation des PLXAFOR parmi eux. Donc on a une trentaine, je crois, de cas en France. Et donc ça démarre. L'idée, c'est effectivement, évidemment, sont tous des donneurs intrafamiliaux. Mais au moins de faire un état des lieux de l'utilisation des PLXAFOR en France. À partir de là, l'idée, c'est de proposer un atelier d'harmonisation au sein de la société savante, effectivement, qui va émettre des recommandations sur l'utilisation de cette molécule. Et pour le moment, il n'y a aucune donnée, aucune utilisation à ce jour concernant le donneur non apparenté. Mais effectivement, j'aime bien ta diapo plan A, plan B, parce qu'effectivement, aujourd'hui, face à un donneur faible mobilisateur ou mauvais mobilisateur, le seul plan B, c'est le prélèvement de moelle osseuse organisé en urgence. Et Dieu sait ô combien difficile c'est de trouver le bloc, l'anesthésie, l'évaluation de l'anesthésie en urgence et tout ce qui était déjà évoqué ici. Et donc, effectivement, si on avait une autre chose que de ce recours en urgence d'un prélèvement de moelle osseuse, alors qu'on ne sait pas non plus quelle est la qualité du greffon qui va être prélevé, etc. Effectivement, il y a plein de questions. Donc, effectivement, oui. J'ai une question un peu provocatrice. On dit, ça s'inspire d'un cas très présent dans le service, on dit à un patient qui mobilise mal un J1, il faut trouver un plan B parce que ça ne va pas le faire. Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Est-ce qu'on a eu une cohorte complète de pauvres mobilisateurs qui ont eu 2 aphérèses
et voir le devenir chez le patient. Ah, oui. Si je pose cette question, c'est parce que donc, on a reçu il y a 10 jours un greffon britannique. Première affaire 0,8 millions. Deuxième affaire 0,8 millions. Évidemment, ils ne nous ont pas avertis. Il y avait des facteurs de risque de mobilisation. C'était une donneuse femme, un petit gabarit, ce qui est souvent un facteur de risque. Et donc, nous, beaucoup d'angoisse. On l'a mise sous GCSF en post-greffe, la receveuse, pour essayer d'optimiser les choses. Et sortie d'aplasie AJ10. Oui, mais c'est ça. Et en fait, on sait qu'il y a le problème, il y a tout l'environnement médulaire, le stroma qui participe aussi à la prise de greffe. Donc en fait, ma question, c'est est-ce qu'on sait vraiment, statistiquement, ils vont avoir une plus longue récupération neutrophilique, mais est-ce qu'on sait vraiment si on fait bien à prélever un greffon médulaire ou à faire du Plérixafor? Voilà. Je ne connais pas des données finalement sur ça, mais c'était la raison pour laquelle je disais, nous, on ne va pas, par exemple, aller au Plérixafor alors qu'il n'y a pas trop d'écart de poids. Et quand on voit déjà qu'on a collecté 1,5 le premier jour, on sait qu'on va y arriver quand même à avoir quelque chose. Moi, j'avais regardé un petit peu pour ce qui concernait nos patients, quand ils avaient reçu, effectivement, s'il y avait un écart, quand on avait des greffons qui étaient un peu moins de 2 millions dans les contextes sablots. Et pour les peu qu'on avait, il n'y avait pas de différence. Avec peut-être au niveau des plaquettes, pas vraiment la sortie d'ablasie, mais peut-être au niveau des plaquettes, mais pas le reste. Après, bon, ça reste, je n'ai pas de connaissances sur toutes les études qui ont pu être menées en général. Allez, une dernière pour moi, puis après je vous passe le micro. Il faudra m'arrêter. Hein. Est-ce que vous considérez, pour un donneur intrafamilial qui est impeccable et qui est volontaire, est-ce que vous considérez que c'est non éthique de poser un Sheldon? C'est un cathéter fémoral, c'est ça? C'est un cathéter fémoral de gros diamètre. Non, on l'a fait. Je trouve que malgré tout, on n'a pas de complications. Même sur les patients, on n'a jamais eu de vraies complications. C'est très confortable, même pour la personne, je dirais au final. Non, bon, ça arrive vraiment. Moi, je vous dirais vraiment, c'était une fois tous les 2-3 ans, pas plus, voire moins. Il y a quand même eu, c'est pas faire la mauvaise pub, mais il y a un centre où il y a eu un décès. Donc c'est quand même une procédure invasive qui doit se manier avec beaucoup de précautions. C'est quand même pas acceptable. Alors vous allez me dire peut-être qu'il y aura un décès sur une anesthésie générale au bloc, mais nous à Bordeaux, de principe, on ne posera pas d'hémoclave pour les. Je vais juste préciser parce que le décès c'était chez nous. Donc Pauline Soler, moi je suis médecin de prélèvement sur Toulouse à l'EFS. Alors le décès est survenu il y a 10 ans maintenant. Et la pose de voie centrale était posée en urgence. Alors certes, tout le monde était d'accord pour la poser, mais c'était une donneuse qui était en surpoids, qui était sous pilule, qui a pris l'avion juste après, qui portait pas de bas de contention. Enfin, en fait, il y avait beaucoup de facteurs de risque qui étaient identifiés. Je ne dis pas que je le ferai pas. Après, je suis dans la même situation que toi sur Bordeaux, c'est-à-dire que quand les hématos me disent on pourrait tenter de poser la voie centrale, j'aurais dit écoutez, moi, l'historique me dit que sur Toulouse, j'ai pas envie et je continuerai pour l'instant à demander à pas mettre de voie centrale. Voilà. Mais après, effectivement, c'est possible. Hein. Je ne sais pas si c'est les mêmes cas, effectivement, mais justement, il y a eu un cas il n'y a pas longtemps, c'est des décès parce qu'il avait pris l'avion, il y avait quand même une leucocytose assez importante. Nous, par exemple, maintenant, on fait vraiment attention. Bon, il n'y a pas toujours, mais ceux qui, par exemple, ils doivent voyager pendant 12 heures, qui viennent de Guadeloupe ou de donneurs comme ça, bon, moi, je préfère les faire partir une semaine plus tard, une fois qu'on est vraiment s'assuré que tout est rentré dans l'ordre, on ne le fait plus. Donc, je ne sais pas, effectivement, peut-être il y a plusieurs facteurs qui ont dû intervenir là-dedans, et pourquoi pas la leucocytose aussi. Oui, du coup, par rapport au cathéter veineux central, il me semble que dans les bonnes pratiques de la NSM qui date de 2020, il est strictement interdit de poser une voie veineuse centrale, mais dans un contexte non apparenté. Par contre, il peut y avoir effectivement une situation exceptionnelle, mais normalement, on doit documenter le fait qu'on ne puisse pas réaliser un prélèvement de moelle osseuse dans ce contexte-là. Donc, finalement, le réglementaire nous empêche de nous poser cette question-là, de se dire, finalement, on aurait peut-être moins de risque de poser une voie veineuse centrale que de faire un prélèvement sous anesthésie générale. Je voulais revenir par rapport à la question, effectivement, de la quantité de cellules collectées. Ça rejoint également la première présentation.
il n'y a pas vraiment de consensus et de données scientifiques robustes aujourd'hui pour définir la quantité de CD34 en 10,6 par kilo ou même sur n'importe quelle autre valeur qu'il faudrait réinjecter à un patient qui doit recevoir une allogreffe. Donc c'est vrai que voilà, on voit même globalement tout le monde fait, en gros, on essaie de demander entre 4 et 6. Dans le contexte où il fallait cryopréserver, naturellement, tout le monde s'est dit, allez, comme il va y avoir à peu près 70% de rendement, on va demander 8. Mais finalement, de façon triviale, c'est un peu de la cuisine, parce qu'on ne sait pas vraiment. Et puis, il y a un certain nombre aussi de papiers qui sont faits, bon, parfois un peu de façon provocatrice, sur, bon, est-ce que ce sont vraiment les CD34+, qui sont vraiment les cellules souches hématopoïétiques? Est-ce que, bon, il nous faut bien un marqueur, mais finalement, est-ce que... En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, et finalement, ça marche, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on peut aussi... la question d'Edouard là-dessus, elle est très intéressante. Finalement, est-ce que ces mauvais mobilisateurs n'ont pas beaucoup de CD34 collectés? Mais est-ce que finalement, dans le greffon, il n'y a pas un nombre suffisant de cellules souches hématopoïétiques qu'on n'est pas capable de caractériser, qui fait que derrière, finalement, ça ne se passe pas si mal que ça? On a la même chose dans les autogreffes, où parfois, des mauvais mobilisateurs en autogreffe, il y a quand même quelques cellules qui sont congelées. Le médecin en charge du patient, parce que là on est dans un contexte de soins, prend la décision de dire, bon, pour moi le rapport bénéfice-risque quand même d'aller au traitement intensif qui va nécessiter une réinjection de cellules. On n'a que 1,5 congelé, allez on réinjecte ça, finalement on réinjecte 0,8, 10,6 kg, et puis finalement ils sortent d'aplasie comme les autres. Et donc c'est vrai que finalement on se pose aussi beaucoup de questions qui sont basés sur finalement un postulat qui n'est pas très scientifique et qui en tout cas qui n'a pas beaucoup de preuves et qui ne nous permet pas d'être vraiment assis sur quelque chose de dur et d'avoir des vraies fondations là-dessus. Juste peut-être... pardon, allez-y. Juste un mot pour compléter ce que vous disiez. Je pense que vous avez tout à fait raison. Quand on se base sur les CD34, parce que c'est le marqueur que l'on a, et c'est celui qui est aujourd'hui le plus précoce, en tout cas qui nous permet de caractériser les cellules les plus précoces relativement facilement. On sait pour autant que la population qu'on injecte, elle est clairement pas homogène, et que dans cette population qu'on injecte, on a effectivement des cellules qui ne doivent pas exprimer le CD34, mais qui sont probablement plus souches finalement. Et c'est celles-ci qui sont sans doute responsable d'une grande partie de la reconstruction hématopoïétique. Et c'est pour ça qu'effectivement, en injectant des greffons hyper pauvres, on arrive à retrouver quand même des sorties d'aplasie qui sont tout à fait similaires à ce qu'on peut avoir avec un greffon riche. Et parfois, à l'inverse, on a un greffon superbe, sur le papier en tout cas, et puis on s'aperçoit qu'il y a certains patients qui ont du mal à sortir d'aplasie avec un greffon très beau. Donc voilà, il y a encore une part d'ombre clairement dans cette notion d'évaluation de la qualité du greffon. J'ajouterais une nuance, c'est que certes on n'a pas de consensus sur le seuil, mais plus c'est riche, plus on a une récupération plaquettaire qui se fait bien et homogène. Si on prend un autre exemple, c'est les sans placentaires, plus il y a de CD34, mieux ça se passe. Et donc peut-être qu'effectivement, les populations cellulaires qu'on n'appréhende pas bien dans cette... Parce que l'idée aussi, c'était d'avoir des plateformes dans les laboratoires de thérapie cellulaire où on fait une cytométrie simple, on ne peut pas se permettre de faire 15 marqueurs et explorer des choses. Il faut qu'on ait des réponses rapides. Donc, et pour finir, donc je pense que C34, c'est quand même un très bon surrogate. Dans les applos, ils ont montré qu'avec 8 millions, on avait les meilleurs résultats. Donc finalement, je trouve que C34 doivent rester un marqueur. Et puis, dernier élément, et ça, c'est par contre quelque chose qui est peu exploré, on n'a pas des marqueurs du stroma du receveur. Et clairement, on peut avoir des patients qui ont des greffons pourris avec un très bon stroma, ils vont très bien sortir de l'aplasie, d'autres qui ont des greffons très riches et un mauvais stroma, et ils vont mal sortir. On connaît tous le contexte de la myofibrose, des LMMC, où on sait que ça prend très très mal. Il y a l'environnement médulaire qui joue un rôle très important, en plus de la richesse du greffon. Oui, j'ai absolument pas dit que le CD34 n'était pas un bon marqueur. C'est pas ce que j'ai voulu dire. On est bien d'accord, ça reste un marqueur de référence, c'est un très bon marqueur. Mais voilà, je voulais juste préciser qu'effectivement, dans nos greffons, il n'y a pas que ça. Et y compris d'ailleurs de cellules donneurs qui peuvent venir enrichir le greffon et des cellules du micro-environnement finalement qu'on attrape un peu par hasard, si je puis dire, qui sont très importants aussi.
Et probablement aussi les effets aussi sur le receveur, en fait, les traitements qu'il a reçus, la prophylaxie qu'il va recevoir derrière. Je pense qu'il y a plusieurs variables. Et là, ça devient, après, c'est la problématique de quelque chose d'un peu hétérogène, sur lequel c'est pas toujours facile de pouvoir en tirer. C'est la discussion que je faisais tout à l'heure. On sait que, grosso modo, quand on rajoute l'endoxant post-allogreffe, la sortie d'aplasie, elle est retardée par rapport à ce qu'on connaissait d'habitude avec les classiques génaux. Donc, effectivement, peut-être il y a plusieurs facteurs qui vont jouer là-dedans et donc aussi faire matcher entre les conditions du receveur et les conditions du patient, du donneur. Voilà, c'est peut-être aussi l'autre facteur qui va être un peu confondant là-dedans. Pareil, je pense que pour les autologues, ceux qui vont recevoir du melphalan aux doses, comme les myélomes, ça ne sera pas probablement la même chose que quelqu'un qui va recevoir un conditionnement myéloblatif pour un lymphome cérébral. Voilà, j'ai dit ça simplement, peut-être, je ne sais pas si c'est peut-être, mais ça peut aussi faire de la différence. Très bien. Très bonne discussion, merci. D'autres questions ? Ne soyez pas intimidés. Très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette session passionnante. Merci à nos deux speakers. Merci beaucoup et bonne continuation du congrès. Merci.